bonheur de retrouver le coach Danny Dubé dans la salle de presse du Centre Bell en marge du match entre le Canadien et les Canucks. Comment ça va, mon ami Danny? Ça va bien, JC. Tu as eu de bonnes vacances? Le temps des fêtes a été profitable? On s'est bien reposé, on regardait du sport, on regardait du hockey. Le Canadien est excitant. Même quand il se fait blanchir un samedi soir, le match nous tient en haleine sur le bout de notre siège. C'est spectaculaire. Un contingent de talent. J'en parlais là, au billet de saison, Danny. Il y a des coachs qu'on a eus ici depuis 30 ans qui auraient payé un rein pour être capable de coacher un contingent de talent comme celui-là. Martin Saint-Louis est chanceux, puis il ne sait peut-être pas complètement, mais je pense qu'il s'en doute un peu pareil. Bien, quand tu as un trio comme celui des jeunes actuellement, là, c'est sûr que tu comprends que tu es chanceux parce que c'est pour plusieurs années à venir. Mais hey, je voulais juste faire une petite parenthèse sur ton affaire d'échanger gaucher, droitier, puis tout ça, là, cette affaire-là. Là. Juste te ramener dans le temps, là. Parce que je t'écoutais parler, puis j'ai eu un flash. J'ai eu le flash de l'époque où on avait trop de joueurs de centre à Montréal, tu te souviens? Où on a laissé partir Pierre Turgeon. On avait trop. Vincent D'Anfos. On en avait trop. Oui, exactement. Puis, tu sais, là, c'est pas du tout dans notre plan de converse, mais les gens, ils savent pas qu'on a un plan de converse. Fait que je vais quand même te parler d'autres choses qu'il n'y a pas dans le plan de converse. Donc, maintenant, mesdames et messieurs, vous savez qu'on en a un, puis on va le scraper. Mais j'ai fait un petit exercice. Il y a 555 attaquants qui ont joué au moins un match depuis le début de l'année dans la Ligue nationale. OK? J'étais curieux de voir, il y avait combien de joueurs de centre. Parce que dans le fond, quand tu regardes une équipe, c'est 33 des attaquants. Là. Il y a 12 places, il y a 4 joueurs de centre. Bon. Il y a combien de joueurs de centre naturels dans la Ligue nationale sur les 500 quelques joueurs? Il devrait logiquement avoir à peu près 180. Logiquement, en principe. Logiquement, là, mathématiquement, il devrait en avoir 180. OK, il y en a 100 de plus, il y en a presque 300. Fait que les équipes qui ont trop de joueurs de centre, il n'y en a pas beaucoup, là. Et la réflexion est celle-ci, c'est que tu peux avoir un joueur qui joue au centre et à l'aile, mais tu peux rarement avoir un joueur qui joue à l'aile et au centre. C'est-à-dire qu'un ailier naturel, c'est rare que ça devienne un joueur de centre. C'est vrai. L'inverse, ça arrive souvent. Mais dans le cas qui nous occupe, là, mettons qu'on ramène ça au ministère de la Défense, Danny, là, pour les besoins de notre plan de converse qui existe. Là, ça dépend dans quel pays. Tu es dans quel pays, là? Parce que les places, c'est pas le ministère de la Défense. Non, on va rester ici à Montréal, si tu permets. C'est correct. Alors, c'est bon. Alors, moi, je regarde Lane Hudson sur le flanc gauche. C'est un excellent défenseur quand il joue à droite. C'est un joueur franchise quand il joue à gauche. Je pense que Caden Goulet, honnêtement, on le sert moins bien quand on l'utilise sur le flanc droit. Peut-être qu'en raison de son coup de patin élégant, du fait que c'est un vétéran puis tout ça, qu'il a beaucoup de millage, Mike Matheson devient une solution sur le flanc droit. Avant longtemps, là, il y a vraiment une congestion à gauche chez le Canadien si on veut continuer de respecter le principe qu'il faut qu'on utilise Hudson et Goulet sur le flanc gauche. Fait qu'il va falloir réfléchir de ce côté-là avant longtemps. Puis l'émergence de Ryan Backer, qui fait relativement bien, qui reste en santé actuellement à Laval, fait en sorte qu'on va le voir ici, probablement pas cette année, sauf peut-être un flash ou deux, mais certainement l'an prochain, qui va arriver en reluquant un casier au camp d'entraînement. Il y aura des décisions à prendre. Pas demain, là. Pas demain. Il n'y a pas de problème. Mais tu sais, je regardais ça samedi, là. On avait un bel esprit de corps. Goulet revient. C'est pas tout croche. Il y a eu une erreur d'assignation qui coûte un but samedi soir. On n'en voyait plus bien, on en a vu une. Mais il y a une réflexion, là. Tu comprends où je vais aller avec ça? Oui. Moi, je veux dire, il y a une chose qui me dérange lorsqu'un joueur joue sur son côté opposé. Et puis ça se matérialise beaucoup plus en série qu'en saison régulière. C'est que le joueur qui... ta palette est dans le centre de la glace quand tu joues du côté inversé. On est d'accord là-dessus. Oui. Avec les gens qui nous écoutent, là, si tu es un défenseur qui est gaucher, comme moi je suis gaucher, bon, mais si je joue à droite, ma palette est dans le centre de la glace. Donc, ça va bien pour relancer l'attaque si j'ai pas de pression. Si j'ai de la pression, automatiquement, là, je dois revenir sur mon revers, surtout en zone neutre. En zone défensive, il n'y a pas de problème. Là, tu peux faire un jeu renversé, il n'y a pas trop de problème. Mais en zone neutre, c'est un petit peu plus compliqué parce que là, l'adversaire vient vers toi, tu es obligé de ramener la rondelle. Donc, tu trouves son coup revers. Là, ça se complique un peu, là.
Tu comprends? Tu es obligé d'envoyer la rondelle par la bande, tu es obligé de lober la rondelle, tu es obligé de faire des jeux où tu redonnes la rondelle plus systématiquement à l'adversaire. Il y a des joueurs, ça ne les dérange pas parce qu'ils sont tellement bons. Ils jouent à gauche, à droite, au milieu, à l'ouette. Il n'y a rien qui les dérange. Hudson fait partie de ces gars-là. Mais c'est sûr que si tu veux avoir le maximum de lui, tu le fais jouer sur son côté, c'est sûr, pour toutes les raisons qu'on connaît, là, d'avoir ses lignes de passe, d'avoir la possibilité de lancer, d'avoir la possibilité de lancer en mouvement. Puis tu as d'autres défenseurs qui ne sont pas capables de lancer quand ils sont pas en mouvement. Lorsqu'ils sont en mouvement, il faut qu'ils soient arrêtés, les pieds bien plantés là, sur la ligne bleue pour décocher des tirs. Ça, c'est des défenseurs qui sont de plus en plus vulnérables à cause des tirs bloqués. Ouais. Il y a eu une époque, là, un gars comme... Shea Weber, c'est un bon exemple. Shea Weber, là, il fallait qu'il se déplace, puis lui, il se déplaçait sans la rondelle. Mais il était vulnérable lorsqu'il devait se déplacer, glisser sur la ligne avec la rondelle pour décocher un tir. Fait que, tu sais, aujourd'hui, là, les tirs, des boulets de canon de la ligne bleue, tu n'en as pas besoin autant. Mais donc, tout ça fait que lorsqu'on évalue les défenseurs, oui, gauche-droite, mais tu sais, il y a d'autres choses qui militent en faveur ou en défaveur d'un joueur, là. Je fais juste mettre ça en perspective. Bon, je ramène ça à l'attaque maintenant. Parlons de Slafkovský, qui a une grande émergence et ça coïncide avec sa présence sur le deuxième trio qui, certains soirs, honnêtement, a fait office de premier trio du Canadien, tellement il donne du rythme à l'équipe. Ça a moins été le cas samedi, mais quand même, rien n'a dit qu'ils ne reprendront pas où ils ont laissé la semaine dernière, dès ce soir contre les Canucks. Et outre le principe d'être investi de la mission de mener le combat avec, à sa suite, 2 jeunes joueurs, il y a le principe de jouer du bon bord pour Slafkovský sur le flanc gauche. C'est un joueur transformé, là. Tu sais, tu parlais du travail en zone neutre lorsqu'il patine en recherche de vitesse dans le territoire neutre et qu'il fait ça à partir de son côté naturel. Il me semble qu'il est beaucoup moins vulnérable et il perd beaucoup moins la rondelle bêtement dans des revirements où il est plus difficile à jouer contre, tu comprends? Bien, écoute, la protection de rondelle, dans le cas de Slafkovský, là, moi, je trouve pas qu'il y a une si grande différence qu'il joue à gauche ou à droite. La grosse différence sur le deuxième trio, selon moi, c'est que actuellement, il joue beaucoup moins dans le fond de la zone. Il met beaucoup moins de pression sur l'adversaire. C'est Demidov qui fait ça. Il se trouve à être plus souvent qu'autrement le joueur numéro 2 ou le joueur numéro 3. Donc, il est plus loin de la rondelle qu'il l'était lorsqu'il jouait avec Nick Suzuki et Cole Caulfield. Pourquoi? Parce que là, c'est un jeune qui va chercher la rondelle et donc, lui, devient un petit peu le joueur statué. Là. C'est lui qui est le vétéran sur le trio et on l'alimente. On l'alimente plus qu'il se faisait alimenter sur le trio numéro 1. Ça, c'est ma perspective. Depuis qu'on a placé Texier et que Texier a trouvé des repères avec le premier trio, bien, c'est lui qui alimente les 2 autres. Tu comprends? Ça fait que, moi, oui, la gauche, la droite, mais il y a aussi dans la configuration du trio, tu as toujours un joueur qui se sacrifie pour les 2 autres, OK? T'en as toujours un. Puis sur le trio, là, t'as juste à regarder les statistiques. Je vais te les sortir les 5 derniers matchs là, des jeunes. Là. Tu vas voir le tableau, là, puis les statistiques le démontrent. Il y en a un qui se sacrifie pour les autres. Puis ce gars-là, ben, il se trouve à être en arrière de la ligne des buts, d'un coin de patinoire. Il met la pression sur la rondelle, c'est Demidov. Fait que c'est sûr qu'il produit moins que les 2 autres actuellement, mais il fait tellement de choses qui sont précieuses là, que c'est lui un peu le catalyseur du trio. Puis ça demeure ma perspective à moi. Tu sais, je suis pas en train de dire que ce que tu dis, c'est faux, mais moi, c'est l'élément qui me saute aux yeux. Est-ce que ça veut dire que ce rôle de F1 de Zachary Bolduc avec Suzuki et Caulfield explique que ça se soit moins bien passé que pour un gars comme Texier? Oui, parce que c'est surtout les qualités de passeur. Texier est un meilleur passeur que Zachary. Zachary, c'est un tireur. C'est un gars qui aime aller devant le filet, tout ça. Donc, ça va. Mais moi, j'ai trouvé que depuis le début, depuis son arrivée, à part sur l'avantage numérique, Zachary, tu vois qu'il cherche. Là. Il cherche son identité, il cherche sa place. C'est pas facile pour lui actuellement. Là. Mais il doit... Moi, je pense qu'un joueur qui a beaucoup d'énergie, comme lui... avant tout, il doit récupérer des rondelles. Il doit être efficace sur les récupérations de rondelles. Là, je trouve qu'il frappe trop pour frapper. Je le regardais l'autre soir encore. Là. Il saute dans les airs pour frapper. Il fait des trucs comme ça. T'enlèves l'efficacité. Quand tu vas frapper l'adversaire pour récupérer la rondelle, c'est la première affaire. Tu récupères pas la rondelle,
il faut que la passe permette à ton coéquipier de récupérer la rondelle. Donc, il faut que tu orientes l'attaque adverse le long des rampes. Il ne faut pas qu'elle revienne dans le milieu. Il ne faut pas qu'elle traverse non plus toute la glace. Pour ça, il faut que ton bâton soit sur la glace. Il faut que tu aies une bonne angle. Il faut que tu aies un angle, une approche au porteur. Il faut que tu sois sûr que tu l'amènes dans la bonne direction. Puis ça, c'est des choses que je trouve que Zachary ne fait pas nécessairement très bien actuellement. Mais quoi qu'il en soit, tu sais... moi, c'est ce qui me saute aux yeux actuellement. Là, c'est ce qui retient mon attention. Est-ce que c'est un de ceux que tu vois un peu plus à l'étroit actuellement chez le Canadien là, dans ce qui se passe et ce qui se profile également avec le retour des blessés? Bien, écoute, Owen Beck, c'est sûr que c'est le premier parce que lui, il va retourner dans la Ligue américaine, même s'il fait du bon travail lorsqu'Anderson va revenir. Mais après ça, bien là, c'est sûr que là, il peut y avoir une situation de chaise musicale. Puis Zachary, bien, s'il ne réussit pas à gagner un petit peu plus d'efficacité lors des bagarres, je dirais pas sans la rondelle, parce que ça va exaspérer tout le monde, là, mais je parle plutôt de toutes ces situations. Tu sais, qu'on regarde jouer Texier actuellement, je sais pas si ça va durer, Texier, là, mais Texier, là, des fois, il me rappelle Lekonen, la manière qu'il joue. Là. Il n'est pas nécessairement très physique, mais il a un bon bâton, il est toujours sur les rondelles libres, il place bien son corps pour isoler l'adversaire, il trouve les passes, même en espace restreint. Il a des bonnes feintes pour se libérer de la pression adverse, pour réussir à trouver le corridor de tir. C'est des petites choses qui... C'est pas sa feuille de match, mais c'est tellement important. Alors, c'est là-dessus, je pense que Zachary doit travailler. Outre le fait qu'il fallait bien qu'il en regole un autre, comment tu décodes la présence de Dauberge devant le filet ce soir, Danny, en terminant? Écoute, je dois t'admettre que je suis à la fois surpris et content parce qu'on va voir comment il va se débrouiller. Parce que pour moi, c'est le gardien numéro 3 actuellement dans l'organisation. Donc, je ne serais pas surpris qu'il soit rétrogradé. Ou c'est peut-être la vitrine. Intéressant. Intéressant. Il y a encore des équipes qui cherchent des gardiens de but. La preuve en est, le nombre de fois où le téléphone a sonné chez Marc-André Fleury. Il va nous le confirmer d'ailleurs en entrevue tantôt, j'en suis convaincu, pour terminer l'émission. Bonne soirée, bon match, Danny. J'ai déjà hâte à demain. On se retrouve à la même heure. Salut, Danny.